Bien, nous continuons et ne perdons pas trop de temps dans cette interlude, et nous continuons donc avec la partie séminaire de ce cours. Et là, je suis très honoré, très fier d'accueillir ici, je pense qu'on peut dire l'une des figures majeures, importantes de la vie littéraire française, avec Tiphaine Semoyau, qui porte, l'expression est horrible, j'allais dire, qui porte différentes casquettes, c'est horrible, en tout cas qui occupe différentes fonctions dans la vie littéraire, actuelle, à la fois universitaire, romancière, critique de journaux, et donc elle est, d'un vue universitaire, elle est directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et elle a publié de très nombreux livres. Le tout dernier est pour les productions universitaires, j'en citerai que les deux derniers, à savoir le tout dernier, Traduction et violence, paru au Seuil en 2020, et la communication d'aujourd'hui portera là-dessus. Et puis je voudrais citer aussi la biographie qu'elle a donnée de Roland Barthes en 2015, elle aussi paru au Seuil. Mais Tiphaine Semoyau est aussi romancière, bien connue, avec de nombreux romans, le dernier Bête de cirque, paru en 2013. Et puis elle est aussi conseillère, membre du comité de lecture du Seuil, et puis vous le savez aussi, elle écrit dans les journaux. Elle a été une proche de Maurice Nadeau, elle a longtemps dirigé ou participé à la direction de la quinzaine littéraire, et maintenant elle participe à la direction, à la rédaction en tout cas, d'En attendant Nadeau, la revue qui a pris la suite de la quinzaine littéraire. Et puis elle est aussi, vous pouvez la lire aussi toutes les semaines dans le monde des livres, puisqu'elle est aussi feuilletoniste dans le monde des livres. Donc on a à la fois Thibaudet distingué les différentes critiques universitaires, critiques journalistiques, critiques des maîtres. On a un peu toutes ces fonctions-là qui sont réunies sur une même personne. Et donc voilà, je suis très heureux de l'accueillir ici pour une communication donc, qui s'intitule Changer la lettre, la traduction comme méthode critique. Donc là, il s'agit, comme toujours, je ne le rappelle pas, de poursuivre ces nouvelles recherches en littérature qui à l'image de ce que faisait Valéry, qui lui aussi inventait de nouvelles façons de parler et de penser la littérature. À toi, Tiphaine. Merci William Marx, c'est moi qui suis très honorée de cette invitation et qui a été l'occasion de plonger dans le cours de poétique, et de commencer par une ouverture sur la relation de Valéry à la traduction. Alors, il faut le dire d'emblée, il n'est presque jamais question de traduction dans le cours de poétique de Valéry au Collège de France. Il emploie le terme à quelques reprises, mais toujours dans un sens très général, presque comme une métaphore, lorsqu'il est question de passer de l'inexprimable à l'expression, de la pensée à son dire, de traduire en mots ce qui n'a pas encore été formulé. Il emploie aussi le terme, selon la remarque des cahiers cités par William Marx dans l'introduction à son édition du cours, pour définir la singularité de ce qu'il entend par poétique, justement. Une entreprise sans fin qui consista et consiste encore dans une traduction perpétuelle du langage commun en résultat de mon expérience personnelle ou de mes possibilités réelles. Ainsi, le vrai traducteur, c'est le poète. Et le traducteur tel qu'on l'entend habituellement, le traducteur interlinguistique, celui qui traduit d'une langue vers une autre, est un traducteur second, auxiliaire du premier, subalterne en quelque sorte. Quoiqu'il consacre dans le cours tout un pan de la réflexion au langage, Valéry ne s'intéresse pas à la différence des langues. Et la traduction n'est pas considérée par lui comme une branche de la poétique. Or, aujourd'hui, une poétique générale ne pourrait se faire sans inclure la traduction. Je vais essayer de dire pourquoi et de comprendre ce qui a changé dans l'appréhension et la compréhension que nous avons de la littérature
et partant de la poétique, expliquant que la traduction doit désormais être prise en compte. Mais je m'attarde un instant sur Valéry. Il est très possible, voire selon moi certain, qu'il ait été question de traduction lors du cours du samedi 6 janvier 1940, qui a porté sur André de Compan, dont le nom religieux complet est Père Cyprien de la Nativité de la Vierge. Père Cyprien, donc traducteur de Jean de la Croix, cours pour lequel l'édition de William Marx ne reproduit aucune note. S'il est possible de l'imaginer, c'est que l'un des rares textes de Valéry comportant une réflexion importante sur la traduction est un commentaire de ce travail de Père Cyprien sur Jean de la Croix, qu'il publie l'année qui suit le cours, et à 2 reprises. D'abord sous le titre « Un poème inconnu, le Père Cyprien », dans le numéro de la Revue des Deux Mondes du 15 mai 1941, puis comme préface au Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, traduit en vers français par Cyprien Carme Deschaussés, le révérend Père Cyprien Carme Deschaussés, chez Roire, toujours en 1941. Le texte a été ensuite repris en 1944 dans Variété 5, sous le titre Cantique spirituel. Ce texte de Valéry sur la traduction s'accompagne d'un autre de la même époque, beaucoup plus souvent cité, intitulé Variations sur les bucoliques, dans lequel Valéry commente sa propre traduction des bucoliques de Virgile, qui lui a été commandée en 1941 par son docteur Alexandre Roudinesco, qui était un bibliophile et aussi un médecin, qui deviendra d'ailleurs le médecin traitant de Valéry par la suite, et c'est la traduction sur laquelle Valéry travaille de 1942 à 1944, donc en plein pendant les années du cours au Collège de France. Cette traduction n'a été publiée qu'en 1953 dans une édition tout à fait luxueuse avec des lithographies de Jacques Villon, dont vous voyez le frontispice ici sur la gauche, et puis ensuite en 1955 dans une édition bilingue chez Gallimard, où, comme vous voyez, c'est assez peu fréquent pour les traductions, le nom d'auteur est Paul Valéry, traduction en vers des bucoliques de Virgile. Alors, on serait bien en peine de dégager de ces 2 textes que je viens de présenter, qui ont été écrits donc, dans les années du cours de poétique, une théorie de la traduction. Il s'agit plutôt de réflexions fragmentaires, formant un discours qu'on pourrait dire pré-théorique, très intéressant, mais non sans contradiction. Sur la fidélité, par exemple, il tient un discours complexe, refusant la réduction du poème à la prose, mais rejetant aussi le cadre de la prosodie française pour traduire le vers latin. Il compare ces types de traductions, il utilise une image qui est assez forte, il compare ces types de traductions à des oiseaux morts. Cette image peut nous servir de guide, car c'est peut-être là que se situe la conception valérienne de la traduction. Quand la poésie, elle, est libre, la poésie est vive, comme l'oiseau qui vole, la traduction la piège et la tue. La traduction d'un poème doit alors à son tour être un poème et ne plus être une traduction. Comme un poème, une belle traduction doit faire voler la parole et chanter, en créant l'illusion d'une composition indissoluble de sons et de sens, la forme dont a parlé William Marx à l'instant. Dans le texte sur les traductions de Jean de la Croix, il loue le Père Cyprien d'être un véritable poète en disant de ses vers « ça chante tout seul ». Mais il veut juger aussi de la fidélité en comparant le texte français et l'original espagnol, ce qui est un peu contradictoire avec la position précédente. Et on peut, je fais une petite parenthèse, mais on peut d'ailleurs douter des compétences de Valéry en la matière, lui qui a si peu de disposition pour les langues. On sait par exemple, grâce à l'examen des manuscrits, que la traduction des Marginalia de Pau,
qui a été publiée sous son nom, a été faite par 2 traducteurs ou traductrices restés anonymes. Il les a seulement révisés et commentés et accessoirement signés. Mais il appelle aussi fidélité ce que nous avons coutume aujourd'hui de considérer comme le contraire, à savoir l'intervention d'importantes modifications formelles, le sentiment que le texte a été écrit directement en français. Il écrit cela à propos du père Cyprien. Il a compris, vous l'avez ici, c'est la première citation, il a compris que la prosodie doit suivre sa langue et il n'a pas tenté, comme d'autres l'ont fait, en particulier au XVIe et au XIXe siècle, d'imposer au français ce que le français n'impose ou ne propose pas de soi-même à l'oreille française. C'est là véritablement traduire, et on a sa définition intéressante, qui est de reconstituer au plus près l'effet d'une certaine cause, ici un texte de langue espagnole, au moyen d'une autre cause, un texte de langue française. C'est une position traductive qu'on qualifierait aujourd'hui d'ethnocentrique, qui correspond en fait à la très haute idée que se fait Valéry de la poésie, qui doit être grande par-delà la différence des langues. Cette idée lui permet d'avancer une position originale sur la traduction comme franchissement des temps. Traduire un ancien, c'est remonter la totalité du temps jusqu'à la formation du texte, comme le dit la seconde citation, tirée des variations sur les bucoliques, mettre nos pas sur le vestige de ceux de l'auteur pour retrouver donc l'état, le rythme, les instruments qui ont présidé à la création du poème, ce qu'il exprime en disant remonter à l'époque virtuelle de sa formation. Il en vient donc à inverser la hiérarchie entre original et traduction, tout comme sur la couverture du livre, il inversait la hiérarchie entre auteur et traducteur. Inversion de la hiérarchie, puisque selon cette méthode ou cette pensée, la traduction s'antériorise finalement par rapport à l'original. C'est une idée qui sera reprise plus récemment par un poète, traducteur et penseur de la traduction comme Yves Bonnefoy. Une autre pensée forte de Valéry que l'on retrouve dans des réflexions ultérieures est la conception d'une œuvre qui n'est pas immuable, inscrite une fois pour toutes, mais qui se pluralise dans le temps et selon les lectures, qui s'affranchit de son auteur aussi en quelque sorte. Ce processus inclut les traductions comme faisant partie donc, de la vie organique des œuvres. Pourtant, malgré tout cela, il ne développe pas une critique des traductions et fait encore moins de la traduction une méthode critique. À l'exception de cette réflexion sur les bucoliques, menée tardivement donc, il pense la littérature mondiale sans vraiment se poser la question des langues. Même lorsqu'il présente une intuition très vive de la mondialisation, en particulier lors de la très belle leçon finale du 19 juin 1942, qui se révèle après coup ne pas être une leçon finale, c'est une fausse sortie, il y en aura d'autres. Mais dans cette très belle leçon, il annonce qu'il n'y a plus sur la planète de localisation possible, que tout se passe partout et presque à l'instant même, que nous ne pouvons plus nous flatter de considérer une culture sur un point déterminé, qui puisse se développer tranquillement. Il décrit là, avec netteté, avec une netteté tout à fait stupéfiante, notre propre contemporanéité, marquée par la vitesse, la simultanéité, et en outre par la traduction généralisée. Nous sommes désormais des êtres constamment traduits, même si nous ne nous en rendons pas compte la plupart du temps, puisqu'il y a des centaines de millions de traductions produites chaque jour par les machines sur Internet et que la plupart du temps, ces traductions sont invisibles. Lorsque Valéry ajoute ensuite, toujours dans cette leçon finale du 19 juin 1942, que ces œuvres que nous avons admirées, les œuvres qui font partie du canon qui est le sien, ces œuvres que nous avons admirées ne seront peut-être plus à l'avenir des repères,
Il songe sans doute qu'il y en aura peut-être d'autres, venus d'ailleurs, d'autres endroits du monde, mais il ne mentionne pas le rôle pour cela décisif des traductions. Enfin, lorsqu'il parle de Dante, d'Homère ou même de Goethe, peu importe que ceci est écrit en italien, en grec et en allemand. Leurs œuvres sont canoniques par-delà cette différence. Alors le cas de Poe, qui a été évoqué à l'instant par William Marx, est un peu particulier. Valéry sait bien sûr qu'il a été traduit par Baudelaire et par Mallarmé, et qu'il est devenu en quelque sorte un écrivain français par Baudelaire. Il lit d'ailleurs les proses dans la traduction de Baudelaire et les poésies dans celle de Mallarmé. Mais alors que dans le cas de Virgile, qu'on vient de voir à l'instant, il s'agissait de devenir Virgile par la traduction, dans un état de confusion avec l'auteur ancien, dans le cas de Poe, il ne s'agit pas de se confondre avec Poe ou de devenir Poe, mais de s'égaler à Baudelaire et Mallarmé. À aucun moment, cependant, il n'est question de critique de la traduction, ni de pensée du traduire. Ce qu'on appelle ainsi aujourd'hui, et qui se développe de façon intense après Valéry, même si cette pensée s'était déployée dans la langue et la philosophie allemande dès le début du XIXe siècle, implique moins une évaluation des traductions, de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, qu'une pensée des différences entre original et traduction, entre différentes traductions entre elles. Il s'agit de montrer comment l'œuvre change dans l'espace et dans le temps. Et donc il s'agit partant de sortir de l'immuabilité de l'œuvre dans laquelle parfois aussi se tient, ou l'éternité de l'œuvre dans laquelle se tient parfois Valéry. La traduction désuniversalise. Elle implique de voir comment, par-delà les variations traductives, l'original change aussi, sans que nous en ayons forcément conscience, car nous avons l'impression, avec l'original, que la lettre ne change pas. Or, ceci est en grande partie une illusion. C'est ce que j'aimerais vous montrer dans la suite de cette intervention. Donc, j'en arrive à mon deuxième point, changer la lettre le moins possible, la critique des traductions. Quand on lit une traduction de Faulkner, on lit du Faulkner, et pourtant, pas un seul mot du texte qu'on lit n'a été écrit par Faulkner. Cet énoncé, qui est en réalité un truisme, indique que la plupart du temps, dans nos lectures, la lettre importe peu. Deux raisons, me semble-t-il, ont fait que de très nombreuses productions théoriques en sciences humaines ont porté une attention beaucoup plus marquée à la lettre dans le dernier quart du XXe siècle. La première raison est l'extension considérable du champ de la littérature mondiale sous l'effet de la mondialisation, telle qu'elle était pensée par Valéry dès 1942. Non seulement la littérature a quantitativement augmenté, mais surtout la circulation des textes est devenue beaucoup plus intense. Une discipline comme la littérature comparée, qui jusque-là travaillait avec les originaux sur la base d'une connaissance des langues étrangères, a eu conscience qu'elle devait prendre en compte les traductions si elle ne voulait pas s'enfermer dans des relations sclérosées ou des cartographies dépassées, et ne pas rester dans le constat mélancolique que nous venons de lire sous la plume de Valéry. La deuxième raison tient sans doute au tournant linguistique pris par les sciences humaines, qui a fait de la langue le paradigme interdisciplinaire majeur. Mais ce tournant a coïncidé, ou peut-être a provoqué, la fin du rêve de trouver une structure unique permettant de comprendre, sinon l'origine, du moins le système et la formation des langues, et des différentes langues. Plutôt que rechercher l'un, il a fallu s'intéresser aux variables, aux multiples, à la différence. Et cela a contribué à transformer notre rapport à la lettre. De sacré à immuable,
La lettre est devenue mobile, la parole qui vole. Et je renvoie ici au séminaire de Lacan, au fameux séminaire de Lacan sur la lettre volée, ou à la notion de différence chez Derrida, où l'on doit entendre le verbe errer. Et ça nous fait d'ailleurs retrouver aussi la métaphore de l'oiseau. Désormais, la parole n'est plus seulement libre dans l'envol, comme elle l'était pour Valérie, elle est changeante, elle change en s'envolant. La lettre était jusque-là liée au logos, à la vérité. C'est encore le cas chez Valérie. Et elle s'ouvre désormais à l'autre, donc à la langue autre, à la culture de l'autre. S'intéresser à la traduction implique d'observer en acte une lettre mobile et un rapport à l'autre, d'où la part prise par cette réflexion dans tous les domaines. Jacques Derrida l'a mesuré pour la philosophie. Il n'a cessé de traduire, de mettre en œuvre l'idée que la pensée ne peut pas se fixer dans l'un, dans le concept. Il n'a cessé de penser la traduction et avec la traduction. On peut dire que chez lui, la traduction est une méthode philosophique correspondante à la lettre qui change et à la parole qui vole. Avant qu'elle ne devienne une méthode critique pour la littérature, car la lettre n'est peut-être pas tout à fait la même pour la philosophie et pour la littérature, la critique des traductions s'est imposée comme une nécessité, et avec elle, la valorisation théorique et pratique de la littéralité. Puisque la lettre change en volant, en se déplaçant, en variant, on a le devoir de la protéger. Comme on a le devoir de protéger l'indissociabilité du son et du sens qui fait la forme, selon Valérie. La conception pratique de la traduction s'en trouve complètement changée. On ne peut plus faire ce que l'on faisait majoritairement jusque-là, à savoir traduire en se moulant dans les normes de la langue d'arrivée. Mais on assume, avec la traduction littérale, qui est un vrai phénomène historique qu'on peut dater, qu'on pourrait résumer, je n'ai pas le temps de le faire ici. On assume de rester au plus près possible de la structure du texte de la langue source, ce qu'on appelle la lettre. Et la critique des traductions, ce qu'on a appelé la critique des traductions, devient une mesure de la plus ou moins grande littéralité d'une traduction. Je donne ici un exemple. Milan Kundera et Henri Méchonic ont l'un et l'autre violemment critiqué les traductions françaises de Kafka. Le premier montre dans les Testaments trahis qu'on a toujours désécrit Kafka en français, car les traductions n'assumaient pas la pauvreté de son vocabulaire. C'est vrai que Kafka a un vocabulaire très pauvre, il répète constamment les mêmes mots, l'adjectif klein, le verbe sein, etc. Et voilà ce que dit Kundera. Les traducteurs, il leur en fait grief très fortement, ont tendance à enrichir le vocabulaire. Cette tendance est compréhensible. D'après quoi le traducteur sera-t-il apprécié? D'après sa fidélité au style de l'auteur? C'est exactement ce que les lecteurs de son pays n'auront pas la possibilité de juger. En revanche, la richesse du vocabulaire sera immédiatement ressentie par le public comme une valeur, comme une performance, une preuve de la maîtrise et de la compétence du traducteur. Henri Méchonic, dans Poétique du traduire, rappelle qu'un texte n'est pas seulement formé de mots, mais de liens prosodiques entre les mots, qui le plus souvent font autre chose que ce que disent les mots. L'oubli, la destruction de cette forme sont favorisés par des opérations multiples selon lui, le code qui prime sur le rythme, le mot pour mot qui est refusé, alors qu'il est le plus souvent possible en traduction de l'allemand vers le français. Des distorsions qui proviennent aussi du désir d'interprétation des traducteurs. Je cite Méchonic, vous avez ici la citation. Le discours de Kafka est une gestuelle, une rythmique, une prosodie. Ce que la traduction, au sens où cet ensemble prime dans la signifiance du texte et fait sa logique, ce que la traduction de Vialat met merveilleusement par contraste en évidence, elle l'ignore complètement.
Pour le dire autrement, cette traduction transforme la vie de la forme en oiseau mort. Accompagnant ce tournant critique, je vais aller très vite, où la lettre est considérablement valorisée contre l'esprit, il y a eu la production de textes décisifs, des textes théoriques décisifs, qui restent très importants aujourd'hui et que j'ai signalés ici, mais je n'ai pas le temps de les commenter. Cette mise en œuvre d'une fidélité à la lettre, où on propose donc de changer la lettre le moins possible, se fait en assumant le risque de l'étrangéisation. C'est-à-dire le texte traduit paraît plus étranger aux lecteurs et aux lectrices de la traduction que le texte d'origine ne l'est pour les lecteurs de la langue originale. Antoine Berman le pose ainsi, la visée éthique du traduire, justement parce qu'elle se propose d'accueillir l'étranger dans sa corporéité charnelle, ne peut que s'attacher à la lettre de l'œuvre. Si la forme de la visée est la fidélité, il faut dire qu'il n'y a de fidélité dans tous les domaines qu'à la lettre. Être fidèle à un contrat signifie respecter ses stipulations, non l'esprit du contrat. Être fidèle à l'esprit d'un texte est une contradiction en soi. Une traduction littérale refuse l'élégance, donc refuse la fluidité. C'est dans un autre passage de la traduction et la lettre, chercher et trouver le non normé de la langue maternelle pour y introduire la langue étrangère et son dire. Cette fonction accueillante de la langue, Antoine Berman la lie au plus haut point dans l'exemple qui est devenu canonique de la traduction de l'Énéide par Klossowski, où le fameux vers de l'Énéide « Ibant obscuri sola sub nocte per umbram » est traduit par Klossowski « Ils allaient obscurs sous la désolée nuit, à travers l'ombre », alors qu'elle est ailleurs, dans des traductions plus normées ou plus enjolivantes, « Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire, parmi l'ombre », ou encore « Ils allaient dans l'obscurité, seuls dans la nuit ». On peut ainsi, au moyen de la traduction littérale, prendre la mesure de la syntaxe disloquée de la phrase latine, des sonorités, d'un rythme. Ce type de traduction est apparu comme profondément éthique, car il s'accompagnait d'une attention soutenue aux langues étrangères et cessait de sous-entendre une supériorité de la langue d'arrivée, prônant donc une fécondation du propre par l'étranger. Mais cette éthique de la lettre a aussi un revers, qui est finalement parfois d'affadir la pensée de l'altérité en traduction, dans l'oubli de l'altération inévitable. Car on ne peut pas nier que, malgré tout, la lettre change en traduction. Et ce revers, c'est celui aussi d'une pensée consensuelle de l'étranger, ou d'une pensée, on va dire, généralisante, universalisante, l'autre avec un grand A. Lorsque j'invite dans mon livre « Traduction et violence » à retrouver le potentiel politique du traduire, à savoir sa dimension polémique, ce n'est pas pour rejeter cette éthique, qui est en soi évidemment hospitalière et généreuse, mais pour mettre en cause cette généralisation. La relation à l'autre n'est pas toujours la même en traduction. L'étranger n'est pas toujours le même étranger. Le poids de l'histoire ne joue pas de la même façon lorsqu'on traduit une petite langue vers une langue dominante ou une langue travaillée par la mémoire de l'oppression d'autres langues vers une langue d'oppression ou de domination. Pour le dire plus concrètement, traduire une poétesse indienne écrivant en anglais vers le français implique de traduire en même temps l'imposition de l'anglais et l'oubli. Traduire du coréen vers le japonais demande de comprendre les frictions et les interdictions qui ont pesé dans le rapport de ces deux langues. Traduire de l'arabe vers le français réclame aussi quelques considérations réfléchies du passé et des liens historiques qui se sont tissés entre les locuteurs de ces différentes langues. Il importe donc, premièrement, de comprendre quel autre ou quel étranger on traduit, de situer la relation historique que sa langue a eue avec la sienne, ou qu'elle avait avec la sienne dans le contexte d'écriture du texte,
et de faire de la traduction un acte politique conscient qui peut aller, et c'est le dernier point de mon propos, vers certaines formes d'intervention marquant la résistance, la réparation ou la dilution des rapports d'autorité. D'où ma proposition de la traduction comme méthode critique, qui ne réclame plus seulement de lire les traductions ou ni de lire en traduction, mais de faire de la traduction un espace de repartage des voix, un espace de redistribution culturelle ou de nouveau partage des voix. Pour cela, il faut assumer que la lettre change, mais pas comme on le faisait autrefois, dans les belles infidèles ou dans les traductions ethnocentriques, pour faire d'un poème ou d'un roman en langue étrangère un beau poème dans la langue d'arrivée, mais pour marquer le potentiel transformateur et émancipateur du traduire. Et cela sera donc mon dernier point. Assumer le changement de la lettre, la traduction comme méthode critique. Il y a eu des traductions coloniales. Pourquoi ne pas proposer des traductions décoloniales? Il y a eu des traductions racistes. Pourquoi ne pas proposer des traductions non racistes ou moins racistes? Il y a eu des traductions effaçant les femmes. Pourquoi ne pas proposer des traductions qui les remettent au centre? Tout cela, je le précise, a déjà été fait et étudié. Et donc là, je cite aussi un certain nombre d'ouvrages qui montrent le rôle de la traduction coloniale dans l'engloutissement et le remplacement des cultures, aussi bien dans l'Inde colonisée que dans le Maghreb colonisé par la France, où la traduction a favorisé la visée expansionniste et le projet impérialiste. Mais d'autres études ont montré comment, par des stratégies de traduction partielle ou de retraduction, des peuples colonisés, comme par exemple les Irlandais, avaient pu se réapproprier une fierté culturelle grâce à la retraduction de leur littérature ancienne. Il y aurait bien d'autres références, et il est bon de rappeler que les traductrices et les traducteurs sont d'abord des grands agents de l'émancipation linguistique, ce qu'on oublie trop souvent. On parle beaucoup d'Amyot dans ce sens, qui a introduit grâce à ses traductions du grec, qui a introduit beaucoup de mots grecs dans la langue française, mais pas assez des autres, qui introduisent des mots nouveaux, des tournures inédites, des nouvelles manières de formuler la pensée. Mais la traduction peut aussi être un agent de l'émancipation politique, dans des termes qui rejoignent certains débats d'aujourd'hui, mais peuvent permettre de les prendre, à mon sens, différemment. En d'autres termes, on pourrait prendre parti pour ce que j'appelle la retranslation culture plutôt que la cancel culture, donc pour une culture de la retraduction plutôt qu'une culture de l'annulation ou de l'effacement. Prenons l'exemple de la Women's Bible. À la fin du XIXe siècle, entre 1895 et 1898, Elizabeth Stanton et un comité de 26 femmes ont entrepris de retraduire la Bible en donnant plus de place aux femmes, à leur voix et à leurs actes. Pour cela, elles se sont appuyées sur une connaissance des langues et une lecture des originaux, des textes hébraïques et grecs, et elles ont montré, et elles ont eu des prédécesseuses tout au long du XIXe siècle, comment les traductions avaient accentué la position de supériorité et de domination des hommes par rapport à ce qui est dans les textes originaux. Revenir à la lettre du texte a permis cette fois de corriger la lettre des traductions, mais la lettre des traductions qui étaient prises pour des originaux. C'est le cas par exemple de la King James Bible qui était considérée comme un original de la Bible dans les pays anglophones et de religion protestante. Grâce en particulier à une relecture de l'histoire d'Adam et Ève et aussi à une réinterprétation de la Trinité, non plus composée dans la Women's Bible du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont trois instances masculines, mais du Père, du Fils et de The Heavenly Mother, donc la céleste mère. La traduction féministe s'est beaucoup développée à la suite de cette entreprise, mais je signale cette entreprise pour son caractère précurseur.
Et non seulement cette traduction féministe corrige les traductions existantes en les rendant moins misogynes, mais elle entreprend parfois de manière plus provocante de corriger les originaux, de rendre la traduction moins misogyne que l'original, donc de changer la lettre. Voici comment en parlent deux traductrices à deux moments différents de l'histoire récente. La première le fait dans un livre de 2021 qui retrace son histoire, son itinéraire de traductrice féministe et qui consiste en deux tâches, traduire les textes féministes et traduire les textes en féministe, en assumant donc de changer la lettre de l'original, parce qu'il est de notre responsabilité de déranger, bousculer, incommoder, pirater, détourner, contrarier, dévoyer ou interrompre les usages, les habitudes ou les règles patriarcales et racistes de la langue. Les traductions sont des outils politiques, je dis bien sont et pas peuvent être, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Car la traduction, comme je le disais à l'instant, a accompagné aussi des entreprises de domination, en a été l'un des outils. Ce volontarisme transformateur a été pratiqué par les pionnières de la traduction féministe, comme la Canadienne Suzanne de Lotbinière-Harwood, qui écrit, elle, en 1991, soit il y a plus de 30 ans. Elle écrit, je ne lis pas toute la citation, « Une blanche doit être par exemple traduire une écrivaine amérindienne ». Ce débat est d'une plus grande actualité, est d'une actualité extrêmement brûlante depuis que le mouvement, elle dit qu'il est d'une très grande actualité, or il est encore plus actuel, je dirais, aujourd'hui, puisque en résonance avec les débats sur ce qu'on appelle le wokisme ou le décolonial, qui ne sont donc pas, on le voit ici, un phénomène nouveau. Et le débat qu'il y a eu il y a 2 ans autour de la traduction de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman, qui avait lu lors de l'investiture de Joe Biden, entre en écho direct avec ce propos. De la même manière, on peut tenter de rendre une traduction moins raciste, au risque de changer l'original. Et la réflexion sur la traduction peut nous permettre, dans ce genre de débat, de sortir de la polarité entre des positions universalistes d'un côté et des positions essentialistes de l'autre. C'est ce que je voudrais montrer. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette polarisation entre essentialisme et universalisme? Eh bien, si l'on part du principe que la traduction met le texte ou l'œuvre en travail dans le temps, on peut aisément accepter l'idée que l'on puisse prendre acte dans sa version de la modification des valeurs dans le temps. On prend bien acte de la transformation de la langue, on peut aussi prendre acte de la modification d'un certain nombre de valeurs. L'actualisation que permet la traduction est une part de la fidélité que l'on porte à une œuvre, et c'est elle qui nous indique que l'original change aussi, au-delà même de sa lettre, qui en apparence semble rester la même, mais ne porte pas les mêmes valeurs. On peut prendre l'exemple bien connu et assez médiatisé du cas d'Agatha Christie. Dans cet exemple, le problème est terminologique, disons, car l'intrigue de « Ils étaient 10 » n'implique pas directement la discrimination des Noirs. Mais s'indigner, comme l'ont fait un certain nombre de personnes, de cette transformation faite, disent ses détracteurs, au nom du politiquement correct, parler de censure, comme le fait par exemple Jean-Yves Mollier, historien du livre, c'est oublier que la traduction était en l'occurrence bien en retard sur un original qui avait déjà bougé plusieurs fois dans sa langue d'origine. Donc là, vous avez les deux traductions françaises, la seconde étant de 2020. Regardez maintenant cette diapositive. Le livre a en effet paru pour la première fois en 1939 au Royaume-Uni, sous son premier titre, puis aux États-Unis en 1940, donc une année plus tard, chez un autre éditeur, sous le titre « And Then There Were None », qui correspond au dernier vers de la chanson qui donne sa structure au roman. Les dates sont importantes, car les médias français, lorsque le titre a été officiellement changé en 2020, ont tous dit qu'il l'avait été en réaction à l'émotion suscitée par la mort de George Floyd, oubliant que dès les années 40 aux États-Unis, ce titre était perçu comme discriminatoire. De 1964 à 1968,
une édition nord-américaine pocketbook du même livre l'a baptisé « Ten Little Indians », mais sinon, toutes les éditions de 1940 jusqu'à aujourd'hui ont conservé le titre « And Then They Were None ». Dans le reste du monde anglophone, où circule la version dite originale du roman, c'est pour ça que je parle du monde anglophone, le titre a été changé progressivement. Il a été changé en 1985 en Grande-Bretagne et en 1986 en Australie. Si l'on s'intéresse maintenant aux traductions en langue étrangère, on s'aperçoit que la France a entériné très tardivement ce changement qui a eu lieu en 2003 en allemand, après une manifestation d'ailleurs à Hanovre contre une mise en scène théâtrale du livre portant l'ancien titre. Dans cet exemple, on voit bien que la traduction française était nettement plus raciste que l'original, qui s'était modifié littéralement dans le temps. Celles et ceux qui prétendent qu'il est préférable de contextualiser les œuvres du passé plutôt que de les modifier ou les transformer ont une conception du passé comme passé, associée à une vision immuable et assez sacrée de ce qu'est un original, à savoir forcément intouchable. Or, travailler sur la traduction nous montre que ce n'est pas si simple. Historiquement, on connaît des traductions qui ont pris la place des originaux, et théoriquement, on comprend avec l'opération du traduire que le passé est voué à être repris et modifié dans le présent. L'actualisation est une part de la fidélité que l'on porte à une œuvre. On pourrait même imaginer que dans certains cas, on puisse intervenir à l'intérieur même du texte pour en changer l'esprit. Ce sera mon dernier exemple. On a récemment loué la retraduction française d'Autant en emporte le vent, parue aux éditions Gallmeister par Josette Chiche-Porchiche en 2020, en disant qu'elle était moins raciste que la précédente, celle de Pierre-François Caillé qui datait de 1938. Certes, la transcription de la parlure des esclaves est beaucoup moins caricaturale dans la version de 2020 et beaucoup plus acceptable aujourd'hui. Mais la traduction n'a pas les moyens ou ne se donne pas les moyens de réduire le racisme fondamental du livre. Le choix de la première traduction d'élider les R du discours des personnes noires dans le roman était évidemment stigmatisant, avec un arrière-plan colonialiste très présent. L'oralité est rendue de façon plus discrète et moins stéréotypée dans la nouvelle traduction. Mais en revanche, et c'est pour ça que j'ai mis les termes en gras, rien n'efface le racisme de la voix narrative. La généralisation initiale, qui attribue à la plupart des Noirs des propos confus, est un préjugé qui ne repose sur aucun fondement, ni pour l'époque de la diégèse, et encore moins pour l'époque de l'écriture du roman. La phrase finale du passage, qui attribue de la bonté au fait d'avoir acheté 2 esclaves, dont une petite fille, sous-entendu, il aurait très bien pu séparer la mère et la fille, est typique de la narration esclavagiste. On voit donc que ce racisme de la voix narrative omnisciente n'est pas occulté par la traduction, qui, de ce fait, n'est qu'en apparence moins raciste. Car ce racisme de la narration, qui porte aussi une représentation non conflictuelle et donc mensongère de la situation précédant la guerre de sécession dans le sud des États-Unis, où, vous vous rappelez, les maîtres sont bons et les esclaves contents de leur sort, est plus problématique, d'une certaine manière, car moins visible que la stigmatisation du parler des Noirs. Or cela, a priori, le traducteur ne peut pas le changer, et vous voyez bien qu'à 80 ans d'écart, les traductions sont quasiment identiques. Alors, quelles seraient les conditions pour rendre la traduction effectivement moins raciste ? La solution qui est la plus prônée aujourd'hui, c'est celui d'adjoindre un appareil critique au texte que l'on publie. La deuxième solution possible, vous allez voir, qui est très provocatrice, mais je ne la prône pas pour changer toutes les traductions, mais pour attirer l'attention sur un point, ce serait de changer le texte, d'être interventionniste. De la même manière que le critique Pierre Bayard proposait des solutions pour améliorer les œuvres ratées, on pourrait trouver des manières de rendre des textes moins racistes. Intervenir sur l'original, comme ça a été le cas pour Ils étaient 10, ou intervenir au moment de l'opération naturellement transformative
de la traduction. C'est ce que prône la traduction féministe pour rendre les femmes mieux visibles dans les textes du passé. On pourrait tout à fait envisager aussi de le faire pour certains textes, comme celui que l'on regarde ici, ce qui donnerait par exemple pour le passage que nous venons de lire, lorsqu'elle parla, sa voix était claire et elle choisissait ses mots avec soin. Ou à la fin, hum hum, fit Gérald se raclant la gorge, gêné de la reconnaissance d'une personne qu'il maintenait malgré tout en esclavage. Cette solution interventionniste, qui consiste donc à corriger la littérature, même si elle constitue bien une nouvelle approche de la littérature, William Marx en conviendra, comme l'implique le titre de ce séminaire, ne rencontrera guère d'assentiment. Et elle pourra être considérée d'ailleurs comme non éthique. Pourtant, outre les indéniables avantages pratiques et idéologiques qu'elle présente, il me semble qu'elle a surtout, et c'est pour cela que j'ai présenté cet exemple, elle a surtout une efficacité théorique. Elle a pour efficacité d'attirer l'attention sur quelque chose. Si l'on considère, comme je le faisais plus haut, que la traduction est précisément ce qui ne fige pas le passé comme passé, mais le conduit vers le présent, notre traduction portera le témoignage de ce qu'une époque aura considéré comme audible ou des efforts qu'elle aura conduits pour réparer des injustices. Rien n'empêchera une autre époque de retraduire autrement. La particularité ontologique de la traduction, d'où son efficacité critique, cette particularité d'être temporaire et de pouvoir être refaite la rend plus apte à accueillir les modifications que le texte lui-même. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci beaucoup, Tiffaine, pour cette... la communication a été très, très riche. Tu as traversé un nombre de problématiques à la fois très, très profondes et qui traversent en fait l'ensemble des problématiques de traduction depuis des siècles, et en même temps très actuelles, comme l'a montré les derniers exemples. Alors, sur le dernier exemple, j'apprécie le fait que tu le proposes comme une intervention, pour l'instant avec un caractère presque ludique, en tout cas de provocation, provocation à penser. Alors, le fait est que changer la lettre, ça se fait. Mark Twain, tu le sais, a été réécrit aux États-Unis même. Huckleberry Finn a été réécrit dans les éditions courantes en supprimant le N-word, nigger, que tu citais, qui est considéré comme pas du tout acceptable dans un roman qui est lu par l'ensemble de la société, qui fait partie des grands classiques, et a été remplacé, ce qui est un peu étrange du reste, par slave, en général. Donc il y a des transformations qui sont faites dans la lettre même du texte. Ce que je trouvais intéressant dans l'exemple que tu proposes, alors la traduction a plus de liberté. Changer la lettre de texte, si on ne le précise pas, du moins dans un texte liminaire, il faut au moins qu'il y ait un paratexte qui explique ce qui est fait, à mon sens, c'est pour être honnête et éthique. Ce qui m'intéresse dans l'intervention que tu proposes, là, c'est que tu proposes deux types d'interventions. Une première intervention qui est en gros une intervention par omission. En fait, tu supprimes la question de la comparaison avec l'ensemble des autres noirs. La deuxième intervention paraît très intéressante parce qu'elle explicite quelque chose qui est quasiment de l'ordre d'une tension qui est peut-être pas propre au texte, mais propre à l'autrice du texte, dans ce rapport avec ce passé-là et avec le rapport un peu compliqué qu'elle a avec l'esclavage. Et ça, il me semble que la deuxième intervention me paraît très créatrice et très intéressante. À mon sens, elle l'enrichit de manière très explicite le texte. Je la trouve, oui, elle fait beaucoup penser en tout cas. De la même manière que des commentaires ou des interprétations des textes peuvent faire penser et enrichir, faire penser sur les textes et enrichir les textes, pour ce qui est de changer la lettre dans des originaux, d'une certaine manière, on pourrait inclure cela dans ce que j'ai appelé la culture de la retraduction. Parce que
la lettre des originaux change. On fait des traductions des textes de Montaigne. Aujourd'hui, on ne donne pas à lire les essais dans le français du XVIe siècle. On ne donne pas ces essais dans cette version-là à lire au collège, ni même à l'université d'ailleurs. Donc il y a ce mouvement de traduction intralinguistique. Il s'opère dans le temps, de la même manière que la traduction interlinguistique s'opère dans l'espace. Donc moi, j'inscrirais ce travail qui est fait dans ce mouvement de la retraduction, ce travail qui est fait sur Mark Twain en anglais. De la même manière qu'on donne, et ça c'est toujours fait, des versions pour enfants, il y a des versions expurgées d'un certain nombre de textes, on a fait ça longtemps. D'une certaine manière, on peut considérer ça comme une version expurgée plutôt que d'y voir une manifestation indignante de la cancel culture. Je pense qu'il faut le voir de manière, l'inscrire dans une tradition et pas s'en effaroucher. Non, mais tu as absolument raison, et j'ai beaucoup aimé ta proposition qui va tout à fait avec des choses dont je suis convaincu, à savoir qu'il faut peut-être plus, non pas penser la traduction, mais penser les traductions, la diversité et la multiplication des traductions. En fait, et je crois que cela vaut pour beaucoup d'exemples que tu as donnés. C'est sûr qu'on peut se permettre des choses sur des textes classiques, déjà bien connus, sur Virgile, des grands romans russes qu'on a déjà lus, et se permettre des traductions dépaysantes, parce que ces textes ont déjà leur place dans le canon et qu'il existe, ils sont déjà lus en tant que tels. Mais si un auteur très peu connu arrive et qu'on va commencer à le dépayser très fortement, en raison de sa langue, de la langue dans laquelle le texte original a été écrit, on lui met un handicap, me semble-t-il, absolument énorme dans le marché de la littérature par rapport à un écrivain qui lui écrirait dans la langue locale. Donc il me semble que la traduction dépaysante, elle nous fait réfléchir, elle permet de créer des formes à l'intérieur de la littérature cible. Et clairement, moi-même, j'ai beaucoup de plaisir à lire Virgile, non seulement en latin, mais aussi dans les nouvelles traductions, par exemple, de Frédéric Boyer, des Géorgies, que je trouve très, très fascinantes, ou bien lire les évangiles ou la Bible dans les nouvelles traductions qui étaient faites, dirigées justement par Frédéric Boyer, faites par des écrivains, parce qu'elles changent des versions orthodoxes, traditionnelles de la Bible ou du Nouveau Testament. Mais par ailleurs, il existe le Nouveau Testament dans des traductions plus, alors fidèles, peut-être pas, en tout cas plus classiques. Mais je me pose la question quand même de la question du handicap de la traduction dépaysante pour un auteur qui arrive à peine et qu'on veut faire connaître. Quand même, l'idée, c'est quand même de transmettre un texte. Comment veux-tu ça ? Il me semble qu'à notre époque, on ne peut plus avoir cette conception de la traduction malgré tout, parce que dans ce contexte de mondialisation dans lequel nous sommes, ce qui nous intéresse quand on lit des traductions, je pense qu'il faut que ça soit la différence. Différence culturelle, différence linguistique, il faut que cette différence apparaisse. Et traduire un roman indonésien en faisant croire qu'il a été écrit en français, traduire comme on le voit encore aujourd'hui des romans chinois en traduisant les noms propres, cela me semble beaucoup plus criminel que de changer le N-word dans Mark Twain. Et non, je pense que dans un climat d'uniformisation dans lequel on est, et d'uniformisation des langues précisément par la traduction, parce que l'augmentation quantitative des flux de traduction opérée par l'intelligence artificielle, c'est une traduction qui efface les différences. C'est une traduction qui croit à l'équivalence entre les langues. Donc ce sont des traductions homogénéisantes qui ont tendance à effacer la différence culturelle. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est d'autant plus important que la traduction littéraire, que la traduction philosophique soit une traduction dépaysante. Je pense qu'il en va de la survie d'un certain nombre de langues et même des littératures, de la littérature, je dirais même, pour parler comme Valérie. Alors c'est ce qui a changé profondément, je pense. C'est une question de l'endroit où on met la différence.
C'est-à-dire, est-ce qu'on met la différence dans une différence qui sera une différence culturelle, de pensée, de système du monde, ou est-ce qu'on la met dans une différence qui sera plus une différence verbale? Et j'entends bien une réponse possible que tu feras. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout ça, c'est inséparable. Hein. J'entends bien. Et donc, c'est une question de curseur aussi, malgré tout. Parce que si réellement c'est la différence qui compte, à ce moment-là, pourquoi traduire Parce que précisément, idéalement, il faudrait apprendre toutes les langues étrangères. Mais puisqu'on ne peut pas, eh bien, inscrire cette différence par la traduction, avec la traduction, mais pas de manière évidemment qui rende la lecture impossible, mais comme dans l'exemple de Klossowski, c'est-à-dire aménager la langue maternelle ou la langue d'accueil pour trouver une petite place pour la différence. Parce qu'il n'a pas traduit, l'expression latine c'est sola sub nocte, il n'a pas traduit par désolé sous nuit, hein, qui aurait été absolument inaudible en français. Mais sous la désolée nuit, qui est étrange, mais qui est en fait magnifique. Oui, qui est magnifique, d'autant qu'en plus c'est un exemple... Mais c'est bizarre, aucune autre traduction ne fait ça. Non, mais bon, c'est possible pour Virgile. Je pense que ça l'est moins, je persiste à le penser, que ça l'est moins pour des auteurs dont on veut faire justement connaître la différence. Je pense que c'est une sorte de marché, en fait. Il faut savoir combien on va donner à la langue cible et combien on va retenir de cette Non, mais d'ailleurs, pour aller dans ce sens, Antoine Berman faisait remarquer que, d'une manière générale, c'était seulement des secondes traductions qui étaient dépaysantes, et pas les premières. Hein, et donc, il en fait presque un élément théorique de la pensée de la traduction littérale, que ça n'est pas la traduction initiale, hein, qui, elle, a pour fonction de faire passer le texte, c'est une traduction seconde qui se permet cela parce que le texte existe déjà dans la culture d'arrivée. Alors, ça me semble effectivement très, très juste. Je voudrais aussi revenir sur... Alors, je te remercie d'avoir lu le cours de poétique et d'avoir parlé de Valéry très, très bien. C'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir cette lecture-là. Alors, sur Valéry, traducteur de l'anglais, oui, il a fait traduire, on lui a donné une version déjà pré-traduite des Marginalia de Poe, de la même manière que pour traduire Virgile ou les bucoliques de Virgile, Valéry s'est appuyé sur des traductions déjà existantes. Cela dit, je crois que son niveau de latin était quand même peut-être très, très bon pour un élève qui avait fait ses classes dans les années 1870, 1880. Cela dit, Valéry quand même connaissait au moins une langue étrangère en dehors du latin, c'était l'anglais. Il a vécu plusieurs mois à Londres et il a au moins traduit quelques textes vraiment lui-même de l'anglais vers le français, en particulier un texte sur Einstein qu'il a publié dans la Nouvelle Revue Française, qui s'avère avoir été un texte de Bertrand Russell, en vérité, c'est qu'il ne savait pas à l'époque. Et mais c'était un texte de type journalistique, c'était pas un texte de type littéraire. Donc il avait quand même une connaissance de l'anglais. En revanche, pour l'espagnol, c'est vrai je pense qu'il avait une connaissance assez vague. Et s'agissant des réflexions sur la littérature et sur le cantique, la traduction magnifique, effectivement, par le révérend père Cyprien de la Croix des cantiques spirituels Cyprien de la Nativité, la traduction des cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix. Il est vrai que nous n'avons pas de notes là-dessus. On sait qu'il en a parlé. Il dit qu'il en parle, mais ça, c'est le principe même du cours de poétique pour lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de littérature et de texte, en fait, il prépare très peu parce qu'il s'appuie sur ses propres travaux précédents ou bien sur l'article qu'il a déjà plus ou moins écrit et sur cette traduction-là. Et donc, on n'a pas les notes, il improvise et il a sans doute commenté la traduction, comme il le fait dans l'article que tu as cité, mais c'est un peu la grande frustration de cette édition-là, c'est que lorsqu'il parle de littérature, il en parle à partir de textes souvent qu'il a déjà publiés, et donc nous n'avons pas les notes correspondantes. Il improvise à partir de ces textes déjà publiés. Donc on a moins de cours, de leçons sur la littérature pour en parler, à partir des documents que nous avons. Alors là, j'aurais une question génétique pour toi, parce que là, moi, j'ai plutôt fait l'hypothèse qu'il publiait de manière simultanée. Il publiait juste après, et donc c'était peut-être ces notes de cours qui étaient passées directement dans l'article, qu'il publie quand même quelques mois plus tard dans la Nouvelle Revue Française.
Et je me suis demandé que parfois, quand il manque des notes, tu compenses en prenant des éléments externes. Et là, je me suis demandé pourquoi tu n'avais pas repris ce texte-là pour sa séance du... Parce que quand je reprends un texte externe, en particulier la conférence sur Voltaire, par exemple, oui. Là, on sait que c'est une conférence qu'il a faite d'abord à la Sorbonne et qu'il a reprise, alors peut-être pas mot pour mot, mais qu'il a reprise au Collège de France quelques jours plus tard. Alors que pour le texte sur Cyprien de la Nativité, il me semble que je dois faire la référence à un moment ou à un autre, je ne l'ai pas fait, c'est un oubli, mais en tout cas, je fais la référence à ce texte de Valéry qui est dans Variété, mais on ne sait pas trop ce qu'il a pu dire par rapport à l'article. Donc, et puis, le texte était déjà... donc, on n'a pas... C'est pas un texte... Le texte qu'il écrit pour un article, c'est pas un texte qu'il prévoit pour l'oral. C'est pas comme une conférence, comme la conférence sur Voltaire. Donc, je ne me suis pas permis, effectivement, de remettre, en plus, quelque chose qui existe déjà par ailleurs et qu'il est assez facile, de trouver. Mais pour revenir à cette question de... Et on va terminer là-dessus, la traduction comme méthode critique, moi je trouve la formule très bonne et tu l'as très bien explicité. Personnellement, moi j'ai beaucoup de plaisir à lire par exemple des traductions de Valéry dans d'autres langues que je connais, comme en allemand par Rilke ou en anglais par, en particulier une traduction récente qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis par Nathaniel Rudavsky-Brody, qui parlera du reste au colloque sur Valéry que j'organiserai au mois de juin. Et parce que, au bout du compte, la traduction en langue étrangère d'un poème de Valéry, c'est valable pour d'autres œuvres, me découvre, me semble-t-il, d'autres aspects du texte auxquels je n'avais pas songé, me met en évidence des possibilités d'interprétation qui me semblent fondamentales. Donc, lire une traduction d'un texte français, c'est un vrai plaisir, en vérité, en particulier pour la poésie. Il faut absolument le faire. Moi, ça fait longtemps que je le dis aux étudiantes et aux étudiants. C'est-à-dire que si vous travaillez sur Molière, La Fontaine ou Hugo, allez lire des traductions en langues étrangères. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de rester... C'est presque un manque. On a une chance, par exemple, de lire Shakespeare dans toutes les traductions magnifiques qu'on a de Shakespeare en français depuis des siècles. C'est une chance. Et donc, je pense qu'il ne faut pas du tout se priver dans sa propre langue, si on a la possibilité, d'aller voir des traductions, parce que en effet, le texte change. Il n'est pas lu de la même manière dans son déplacement, à la fois dans l'espace, dans la structure verbale de la langue d'arrivée. Et cette mutabilité de la littérature dans l'espace et dans le temps, c'est aussi une de ses beautés, et une de ses musiques aussi, pour reprendre encore une expression de Valéry. Et donc je comprends très bien. Tu confirmes. Peut-être, allez, une dernière question, peut-être exceptionnellement de la salle pour la route. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une question comme cette... Non ? Là, je vous prends... Ben voilà, tiens.